Bonjour, bonsoir en fonction de lieu où vous aurez cette vidéo, Charlie Info FR. Nous parlons des informations de l'Afrique, tout ce qui s'est passé de la semaine passée, la semaine dernière en Afrique, entre la semaine du 15 juillet jusqu'au 25, entre la semaine du 15 juillet jusqu'au 22 juillet 2025. Nous vous donnons ces informations que vous puissiez être informés au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé en Afrique, au Sénégal, en RDC, au Soudan, et j'en passe. Vous verrez dans la vidéo, il y a beaucoup d'informations sur ce que nous vous présentons aujourd'hui. Vous vous abonnez, vous likez, vous activez la cloche de notification et vous ne manquerez jamais aucune édition de ce que nous vous présentons aujourd'hui. C'est un nouveau format, nous vous proposons cela. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci, regardez la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Merci. Levé de drapeaux et les prises de parole du chef d'état-major sénégalais, le général Cissé, et du commandant des forces françaises en Afrique, le général Yanni. C'est avec beaucoup de sobriété que la France a rendu les clés du camp Gel ce jeudi. Située en plein cœur de Dakar, cette emprise était la plus importante de l'armée française au Sénégal. Elle abritait le poste de commandement interarmée et une unité de coopération régionale. Environ 250 militaires et leurs familles y vivaient. Ce retrait des troupes françaises présentes au Sénégal depuis 1960 a été amorcé en mars avec la restitution de 2 sites plus petits. En novembre, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait en effet demandé la fermeture de toutes les bases étrangères dans le pays. Un départ qui, selon une source militaire française, avait été discuté de longue date entre Paris et Dakar. Il s'inscrit en tout cas dans un cadre plus large, celui d'une reconfiguration stratégique. Expulsée du Sahel et face aux demandes de ses partenaires, la France renonce à une présence permanente en Afrique, à l'exception de Djibouti, et d'y privilégier une coopération équilibrée basée sur le respect mutuel et recentrée sur la formation, les entraînements conjoints et des missions ponctuelles. Le dossier qu'on suit ici avec beaucoup d'attention, c'est cette cérémonie qui est en cours. Aucune image pour le moment, ça va venir au fil de la journée, mais l'armée française est en train de remettre les clés du camp Gel, la plus grande installation militaire française au Sénégal. Une cérémonie en présence des autorités sénégalaise. La France, à l'issue de cette séquence, aura officiellement restitué les dernières installations françaises dans le pays. On en parle avec vous, Stéphane Ballon, bonjour, chef du service Afrique à France 24. Ce jour marque finalement la fin officielle des éléments français au Sénégal. Ils étaient environ 350 militaires. 350 militaires au camp Gel, dans le quartier de Ouakam, mais on parle aussi de l'escale aéronautique de l'aéroport de Dakar. On est à la fin d'un processus qui a commencé je crois autour d'avril, en tout cas il y a plusieurs mois déjà, et c'est la dernière installation, la dernière emprise militaire française au Sénégal. C'est même, j'allais dire, la dernière présence militaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, parce que vous le savez, la France a dû quitter d'abord le Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, plus récemment la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et là, on est à la fin d'un processus, un processus voulu à la fois par les Sénégalais eux-mêmes. Vous le disiez, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en avril 2024, avec un programme de rupture et de souveraineté, il avait dit très clairement, la souveraineté n'est pas compatible avec une présence militaire, qu'elle soit française ou autre, une présence militaire étrangère sur son territoire. Donc, on est dans cette dynamique-là, et la France elle-même, par la voix d'Emmanuel Macron, l'avait très clairement dit après ses départs du Mali, du Sahel, avait dit, avait affirmé cette volonté-là de revoir le dispositif militaire français en Afrique, et cela passerait par une volonté de partenariat. Partenariat selon la volonté des Africains avec Emmanuel Macron. Ceux qui veulent continuer dans une coopération, notamment avec des formations et la fourniture de matériel militaire, pourraient le faire, et ceux qui voulaient un départ pur et simple
pourrait y avoir accès aussi. Et dans le cas du Sénégal, on est dans une volonté de départ pur et simple. Ceci dit, il y a quand même de la part des deux partenaires une volonté de poursuivre quand même, de poursuivre notamment dans la formation, mais aussi dans la fourniture d'éléments. Alors, si vous voulez, en France, on parle de quand on évoque cette question de départ, tout de suite on fait allusion à l'influence russe qui monte dans la région, mais en fait c'est une mauvaise lecture. Les dynamiques sont différentes. Si vous voulez, au Sahel, où il y a une question sécuritaire prégnante, il y a une recherche active, si vous voulez, de nouveaux partenaires, ce qui explique l'appel aux Russes. Dans un pays comme le Sénégal, la dynamique n'est pas du tout la même. Il y a vraiment une volonté de souveraineté. On parle même de la poursuite du processus d'indépendance, en fait. C'est une deuxième indépendance, si vous voulez, parce que l'armée française, en réalité, depuis la colonisation, n'a jamais quitté les territoires qu'elle occupait. Inspectant son champ de mandarine, l'agriculteur Christian Mouton est inquiet. Les États-Unis ont annoncé qu'à partir du 1er août, les importations venant de l'Afrique du Sud seront soumises à des droits de douane de 30% pour rectifier ce que le président Donald Trump appelle des déséquilibres commerciaux injustes. Pour certaines cultures et emballages, l'impact sera de plus ou moins 100 rand sud-africains par carton de 15 kilos. Il n'est plus rentable d'exporter vers les États-Unis. L'Afrique du Sud exporte beaucoup de produits agricoles vers les États-Unis, dont le vin, les noix et les fruits. Selon l'Association des producteurs d'agrumes d'Afrique australe, c'est environ 35 000 emplois qui sont menacés si les droits de douane entrent en vigueur. Certains espèrent qu'une solution entre Pretoria et Washington sera possible avant la fin du mois. Les agriculteurs feront faillite. C'est certain qu'il y aura des pertes d'emplois dans notre secteur. Je pense que nous pourrons trouver une solution avec le gouvernement américain pour continuer à développer les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Après la Chine, les États-Unis est le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud. En 2024, le pays africain a exporté 14,7 milliards de dollars vers les États-Unis et y a importé pour seulement 5,8 milliards de dollars. Pour justifier le taux, le président Trump a affirmé que la nation arc-en-ciel imposait des droits de douane de 60% sur tous les produits américains, directement et indirectement. Des conclusions que son homologue sud-africain, le président Cyril Ramaphosa, dénonce. La journaliste Komlan Hugues Soupé a été envoyé en prison en attendant son procès. Il était auditionné ce lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce journaliste très critique à l'égard du président Patrice Talon avait été arrêté à Abidjan avant d'être arrêté à Cotonou, avant d'être extradé à Cotonou. Emmanuel Sodji et Raphaël Taï. Écoutez, il n'y aura pas de liberté provisoire pour Komlan Hugues Soupé. La Criette, la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme, a décidé de le maintenir en détention. Alors sur ces images, on l'aperçoit plutôt serein ce lundi matin à Cotonou. Le journaliste Komlan Hugues Soupé avait quitté le Bénin au moment des violences électorales, pendant la période des législatives en 2019. Il a toujours été très critique envers l'exécutif béninois. Ses publications et ses enquêtes étaient très suivies, notamment via son média numérique d'investigation, le Fofo. Et Hugues Soupé écrivait sans aucune autocensure, sans aucun filtre sur la gouvernance du président Talon et surtout ce qui concernait l'actualité béninoise. Ce lundi, devant la Criette, il était entouré de ses avocats, devant la commission des libertés et de la détention. Alors Komlan Hugues Soupé est poursuivi pour incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement via une communication électronique et puis enfin apologie du terrorisme. Quand on vient à la Criette pour demander la liberté, il y a très peu de chances que cette liberté soit accordée. Il a été arrêté à Abidjan jeudi dernier à son hôtel par des gendarmes ivoiriens, puis extradé
dans la foulée au Bénin. Il était arrivé 2 jours plus tôt à Abidjan en provenance de Lomé. Il était invité au Forum Tech Ivoire, un événement qui est organisé par le ministère ivoirien de la transition numérique. Il aurait été embarqué de force dans un avion spécialement affrété. Donc il aurait été kidnappé alors pour être ramené à Cotonou comme un colis. Voilà ce que nous déplorons aujourd'hui dans cette procédure qui semble vraiment qui ne respecte pas les règles en la matière. Alors une source judiciaire nous a confirmé ce lundi matin que la justice béninoise avait émis un mandat d'arrêt international contre le journaliste Komlan Hugues Soussoupé avait, selon nos informations, un passeport togolais depuis 2021 sur lequel on a pu lire la mention réfugié dans la case nationalité. La capitale sénégalaise a-t-elle cédé à la pression de Nouakchott? Le député mauritanien Biram Dahabi, qui séjourne régulièrement à Dakar, a été convoqué par le ministère sénégalais de l'Intérieur à la demande de la Mauritanie. Au égal, des membres de la société civile s'interrogent sur la convocation de cette figure de la lutte contre l'esclavage. Correspondance à Dakar, Beliman Dao. Dans un communiqué, l'initiative de résurgence abolitionniste, un mouvement dirigé par Biram Dahabeid, raconte les faits qui se sont déroulés il y a quelques jours. L'opposant mauritanien a, selon ce communiqué, été convoqué par le ministre de l'Intérieur sénégalais qui lui a manifesté les complaintes du gouvernement mauritanien par rapport à des déclarations que Biram Dahabeid aurait tenues sans pour autant donner plus de détails sur la nature de cette déclaration. J'ai tenté d'en savoir un peu plus du côté du ministère de l'Intérieur sénégalais, mais je n'ai pas réussi à joindre le service de communication du ministère. Biram Dahabeid, en réaffirmant sa volonté de ne pas interférer dans les affaires intérieures du Sénégal, selon toujours ce communiqué, a également indiqué qu'il quitterait le Sénégal si une injonction officielle lui était adressée. Biram Dahabeid séjourne régulièrement au Sénégal. Il est le principal opposant mauritanien. Il est arrivé notamment deuxième lors des dernières élections présidentielles en Mauritanie. Des réactions de la société civile sénégalaise par rapport à cette convocation des membres de la société civile sénégalaise que j'ai joint au téléphone m'a manifesté sa consternation. Le Sénégal a toujours été un pays d'accueil pour les hommes politiques africains, a-t-il affirmé, au moment où le FRAPP, une organisation anti-impérialiste et panafricaine, de son côté exprime son inquiétude suite à cette convocation. Le FRAPP appelle à protéger Biram Dahabeid et à lui garantir sa liberté de mener ses activités au Sénégal. Agrippés à leurs soignants, ces bébés chimpanzés ne se doutent pas des dangers qui menacent leur habitat. La Western Area Forest Reserve, où ils se trouvent, subit une vague sans précédent de déforestation et de développement urbain illégaux. La destruction de leur habitat signifie que le sanctuaire fait face à une surpopulation de l'espèce, ce qui attire l'attention malveillante des braconniers. Il y a une ligne verte qui entoure le parc national et qui a été transgressée à de nombreux endroits. Il y avait même une zone tampon qui avait été déclarée, mais tous ces travaux ont empiété sur cette zone. Ces 2 ou 3 dernières années, nous avons constaté une augmentation du nombre de chimpanzés sauvés. La déforestation menace non seulement la faune et la flore, mais aussi les humains. La forêt abrite le barrage Gouma qui sert à approvisionner la capitale Freetown en eau. Sans elle, le niveau du barrage va baisser de manière drastique. Si rien n'est fait, vous savez, vivre à Freetown sera un véritable défi, presque impossible, parce que les gens creusent des puits, mais dans la plupart des endroits, vous ne pouvez même pas obtenir de l'eau, ou bien si vous obtenez de l'eau, elle est contaminée. Selon Global Forest Watch, la Sierra Leone a perdu 39% de ses forêts depuis 2000. Près d'un tiers de la Western Area Forest Reserve a été détruit ou gravement dégradé en 13 ans. Les activistes et les experts accusent le gouvernement sierra-léonais d'inaction et affirment que les réglementations ne sont pas appliquées. C'est un massacre, un temps de guerre. Des dizaines de civils ont été tués par les paramilitaires au Soudan. Le bilan pourrait atteindre les 300 morts. C'est le groupe d'avocats Emergency Lawyers qui avance ce chiffre terrifiant. L'attaque a eu lieu samedi dans l'état du Kordofan Nord. Certains rapports font état de dizaines de victimes civiles dans les villages voisins. Plus de détails avec Olivia Bizot depuis Nairobi. Selon un groupe soudanais d'avocats spécialisés dans les droits humains, des attaques ont eu lieu samedi dans la région du Nord Kordofan, près de Bara, une ville contrôlée par les forces de soutien rapide. Leur communiqué
communiqué est paru alors que les combats entre les FSR et l'armée soudanaise se poursuivent dans cette région. L'Organisation internationale pour les migrations indique que l'intensification des affrontements au nord Kordofan a poussé plus de 3000 personnes à fuir leur village. Beaucoup ont trouvé refuge autour de cette ville de Bara. L'armée tient actuellement le centre et l'est du Soudan, tandis que les FSR cherchent à renforcer leur présence à l'ouest, notamment dans la région du nord Kordofan et au Darfour. Les États-Unis et plusieurs organisations de défense des droits humains accusent les forces de soutien rapide de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, notamment en raison d'attaques contre des civils et de pillages. La direction du groupe paramilitaire affirme vouloir traduire les responsables en justice. Cette guerre au Soudan a provoqué la plus grave crise humanitaire au monde, plongeant plus de la moitié de la population dans la faim et favorisant la propagation de maladies dont... Il a été enterré ce mardi dans sa ville natale de Dora, dans le nord du pays, où un lourd dispositif sécuritaire avait été déployé. Plusieurs personnalités avaient fait le déplacement pour assister aux funérailles, dont l'actuel président nigérian Bola Ahmed Tinubu et l'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou. Les détails de notre correspondante Chinwe Osundou. Après la salve de 21 coups de canon de l'armée et d'autres rituels islamiques, le corps de l'ancien chef d'État Mohamed Buhari a été enterré dans sa résidence de Daura, dans l'État de Katsina. Pour le président Tinubu, il a salué l'héritage de Buhari, un patriote, un soldat, un homme d'État profondément attaché à l'unité et au progrès de son pays. Pour d'autres, c'est un champion de l'ordre qui a fait de son mieux dans un système politique dysfonctionnel. D'autres encore parlent de mécontentement, en particulier dans le sud du Nigeria. L'homme politique de 82 ans a été chef d'État militaire entre janvier 1984 et août 1985. Il a ensuite tenté la présidence à 3 reprises avant de l'emporter en 2015 face au président sortant Goodluck Jonathan. Le premier mandat de Buhari a été difficile. L'économie nigérienne est entrée en récession pour la première fois depuis 10 ans et les crises sécuritaires se sont multipliées. Égal et clair, brut, sans filtre. Le peuple dit stop à Diomaye, écrit Sonko président. Ce n'est pas une simple rumeur, ce n'est pas une manipulation politique. C'est un cri de colère, un appel au changement qui secoue les rues de Dakar, les quartiers populaires de Pikine, les réseaux sociaux, les taxis, les marchés et même certaines sphères du pouvoir. Depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, de nombreux citoyens ont placé leur confiance en ce président jeune, discret, porteur d'un espoir de rupture. Mais quelques mois après sa prise de fonction, une partie du peuple commence déjà à se détourner de lui, déçue par ce qu'elle considère comme une action trop timide, des réformes qui tardent et une posture jugée trop douce face aux grands enjeux du pays. Pour eux, le véritable chef, celui qui a porté le combat jusqu'au sacrifice personnel, celui qui a galvanisé les foules, défié le système et inspiré toute une génération, c'est Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, cette partie du peuple réclame haut et fort Sonko président. Cette revendication prend racine dans une frustration profonde. Beaucoup estiment que si Diomaye est arrivé au sommet, c'est d'abord grâce au combat héroïque de Sonko. L'homme qui a été emprisonné, censuré, banni de la présidentielle, mais jamais oublié. À travers les embûches, Sonko est devenu une icône. Et aujourd'hui, son absence au sommet de l'État est vécue par certains comme une erreur à corriger. On assiste ainsi à une inversion des rôles rêvés par la rue. Diomaye, jugé trop modéré, serait mieux à la place de Premier ministre, pendant que Sonko, avec sa voix forte et son charisme intact, incarnerait la présidence active, ferme et populaire. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de manifestations, de débats houleux et de témoignages fusent. Les hashtags Sonko président, Sonko 2025 et Diomaye Stop font leur apparition et témoignent d'un malaise grandissant. À Voix d'Afrique, nous avons écouté les Sénégalais. Certains parlent de trahison, d'autres disent simplement
qu'ils attendent plus de courage, plus d'actions concrètes, plus de ruptures réelles avec l'ancien système. Les attentes sont énormes et pour beaucoup, Diomaye semble en décalage avec la dynamique révolutionnaire qu'il a portée au pouvoir. Pendant ce temps, Sonko, bien qu'il soit Premier ministre, reste omniprésent. Il prend la parole, il inspire, il mobilise. Sa cote de popularité ne cesse de grimper. Certains analystes parlent même d'une situation inédite. Un Premier ministre plus populaire que le président, dans un pays où le peuple commence à penser que l'ordre établi doit être inversé. Bien sûr, cela pose une question centrale. Que devient la légitimité démocratique dans tout ça? Bassirou Diomaye Faye a été élu par les urnes et il incarne l'État. Mais si la pression populaire continue de monter, si les frustrations se transforment en colère généralisée, le régime pourra-t-il rester stable? Le duo Sonko-Diomaye pourra-t-il survivre à cette tension? Le peuple sénégalais est jeune, engagé, connecté et exigeant. Il ne pardonne pas l'inaction, ni les demi-mesures. Ce cri Sonko président n'est pas juste un slogan, c'est un avertissement. À Voix d'Afrique, nous continuerons de suivre cette évolution de près avec la voix du terrain, sans langue de bois. Le peuple a parlé. À Diomaye et Sonko maintenant d'écouter. On revient sur cette série d'enlèvements de personnalités de la télévision au Burkina Faso. Certains d'entre eux ont aujourd'hui recouvré leur liberté. Parmi eux, Kalifara Serré, le chroniqueur pour la chaîne BF1, n'avait plus donné signe de vie depuis son enlèvement en juin 2024 à Ouagadougou. Reporters sans frontières, soulagés du retour de Kalifara Serré, restent très préoccupés par le silence des autorités sur les autres cas au Macamara. Le chroniqueur Kalifara Serré, visage bien connu de la chaîne privée BF1, avait été convoqué en juin 2024 par le Conseil supérieur de la communication. Il avait disparu juste après. Selon les membres de sa famille, Kalifara Serré est revenu chez lui très amaigri, affaibli, malade, mais lucide. Il a besoin de soins médicaux en urgence. Les autorités avaient confirmé il y a quelques mois sa réquisition dans l'armée, s'appuyant sur le décret de mobilisation générale. D'autres journalistes mobilisés restent encore introuvables. Plus on voit la montée de l'insécurité et l'instabilité, considérablement on dégrade les conditions d'accès à une information plurielle. Actuellement au Burkina, on parle de traitement patriotique de l'information avec le capitaine Ibrahim Traoré. C'est assez regrettable d'en arriver à cela dans un pays qui, comme je l'ai dit, a toujours été un fleuron de la presse en Afrique. D'autres cas continuent d'inquiéter. Alain Traoré dit Alain, journaliste d'Omega Media, a été enlevé à son domicile le 13 juillet à l'aube par 2 hommes armés. Jusqu'ici, aucune déclaration officielle ne le mentionne parmi les personnes enrôlées. En mars dernier, 3 autres journalistes très connus au Burkina ont également disparu. Une vidéo les montrant en tenue militaire a été diffusée le 2 avril, mais leurs familles avec qui nous avons échangé disent n'avoir reçu aucune nouvelle depuis. Plusieurs dizaines de journalistes ont fui le pays et vivent aujourd'hui en exil. Pas peur d'être arrêtés ou d'être enrôlés à l'heure. Mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur c'est-à-dire qui est les ministres, qui est les chefs de service. Les amis, ce que je voulais partager, j'espère que Bravant la pluie, pancarte à la main, ils sont des centaines à scander leur mécontentement dans les rues de Monrovia. Ils accusent le président Joseph Boakai et son gouvernement de corruption et d'abus financiers et de mal gérer l'économie du pays. Je suis très en colère, c'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils allaient améliorer nos vies. Comment pouvez-vous dire ça? Mais ensuite vous venez et prenez les emplois des gens. Lorsque le nouveau gouvernement a pris le pouvoir, il a dit qu'il n'allait pas réduire les effectifs de qui que ce soit. Je n'ai que 55 ans, mais ils l'ont quand même fait. Le président Joseph Boakai a pris ses fonctions en janvier 2024, après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle. Il a mené une campagne basée sur 3 grandes promesses: établir un gouvernement inclusif,
lutter contre la corruption et mettre en place un tribunal pour les crimes de guerre. Les Libériens ont voté pour Joseph Boakai parce qu'il a 40 ans d'expérience. Laissons Joseph Boakai faire ce qu'il faut pour le peuple, qu'il fasse ce qu'il nous a promis. Le président dit se battre fermement contre la corruption. En février, plus de 450 fonctionnaires, dont des ministres et des ambassadeurs, ont été limogés pour ne pas avoir déclaré leurs biens dans un délai imparti. Le Libéria est en quête de stabilité après 2 guerres civiles dévastatrices entre 1989 et 2003 qui ont coûté la vie à environ 250 000. Une signature qui marque une avancée pour l'Est de la République démocratique du Congo, même si beaucoup reste à faire. Au Qatar, les représentants du M23, le principal contremaître présent dans la région de Goma, et les autorités congolaises ont signé une déclaration de principe. Elles s'engagent à respecter un cessez-le-feu et prévoient des négociations pour un accord de paix global. Le design à la mise en œuvre de l'engagement relève la responsabilité des 2 parties qui ont signé l'accord. Ils ont compris un certain nombre de principes fondamentaux dans les dispositions de l'accord qui font l'objet d'un mécanisme de suivi. Cet accord intervient un mois après la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, négocié avec les Américains. Le M23, officieusement soutenu par Kigali, avait manifesté sa volonté de signer son propre accord. Dans la région des Conakry Chandray et secouée par des violences qui s'étaient intensifiées ces derniers mois. Avec la prise de contrôle de Goma, le chef il ne s'agit pas des jeunes, des brouillards ou de personnes ayant un travail décent, simple importe que le mot travail décent est un mot jusqu'à présent, l'accord de presse sur la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais on est en train de nous dire qu'on va signer un accord, mais 3 jours, une semaine après, les hostilités vont reprendre de ce terrain. Et c'est la population qui va continuer à payer. Obtient L'Union africaine a de son côté salué une avancée significative. Ces déclarations de principe s'inscrivent dans un cadre plus large de négociations entre la RDC et le Rwanda. Les 2 pays ont jusqu'au 29 juillet pour mettre en œuvre les dispositions de leur accord. 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue. Il s'agit bien d'un groupe de personnes jeunes, bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République. Il n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup. Et bonjour, nous sommes de retour après avoir vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo, vous l'avez vue, vous l'avez entendue, vous l'avez écoutée et vous l'avez certainement compris. Qui sont ces jeunes? D'où sortent-ils? Que font-ils? D'où viennent-ils avec autant d'argent? C'est la question que nous nous posions au lancement de ce vocal de cette émission. Vous avez écouté le témoignage de cet homme qui semble bien connaître des gens qui ont présenté ce fameux aide, cette fameuse aide pour appuyer la campagne du président de la République qui, en passant devant nous, nous rappeler, ne manque pas d'argent. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la fonction publique pendant très longtemps et qui est président de la République pendant 42, bientôt 43 ans. Cela veut dire qu'il ne manque normalement pas de l'argent pour sa campagne. Et si on va suivre la logique du fait que la campagne n'est pas organisée par une personne,
par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, que ce soit par Télécom ou par d'autres structures. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent, son note est très différente, ne peut pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son excellence Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge de maintenir le 28 mai que nous respectons le calendrier des assises pour le président bu ñëw war na fexe ba réconcilier waat Sénégalais yi ak seen justice restaurer waat la confiance des citoyens ci suñu justice moo waraloon première thème bi ci suñu waxtaan yi nga xamante ne war a wéyal à la kulixaal des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes, des brillards ou des personnes ma ne nañ ko njëkkee ci justice kon suñu première chef joyanti yoon moo ma war te moo tax effort yi ciy def yëpp et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à qui, selon à part ñu ngi réformer ay code général loolu ñëpp xam nañu waaye ñi ñàkk a jàmm ba pare pour ñu xëy rek amaat en tout cas moins de 50 000. li ñu war xam nañu lii nag soo ko dee wax donc pour moi il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim, des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent